Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale élections législatives. La campagne électorale est terminée. Le 2 juillet, les Algériens sont appelés à élire leurs députés. Officiellement, ils choisiront celles et ceux qui feront la loi, contrôleront l'action du gouvernement et porteront la voix de leurs électeurs. C'est la définition que donnent les manuels de droit constitutionnel. Les citoyens, eux, consultent davantage leur mémoire que les manuels. Parce qu'une question revient avec régularité d'horloge. Quel est, au fond, le véritable pouvoir du Parlement ou d'un député dans un Parlement algérien aujourd'hui? Dans une démocratie vivante, un député peut faire tomber un gouvernement, bloquer un texte, amender profondément une loi, imposer un débat national ou obliger un ministre à rendre des comptes. Le Parlement est par définition en fait un contre-pouvoir. Il dérange parfois l'exécutif et c'est précisément sa fonction. Je sais que je rêve et je sais aussi que chez nous, les séances donnent souvent l'impression d'un orchestre où chacun possède un instrument, mais où la partition est déjà écrite avant le lever du rideau. Il faut reconnaître au Parlement algérien une remarquable qualité, surtout le Parlement sortant, c'est-à-dire l'Assemblée sortante. Sa ponctualité lorsqu'il s'agit d'approuver les projets venus de l'exécutif. Certains textes traversent les commissions avec une fluidité qui ferait pâlir d'envie les procédures administratives les plus efficaces. On aimerait parfois retrouver cette célérité lorsqu'il est question de logement, d'investissement ou de documents officiels. Non. Nos députés de l'Assemblée sortante ont applaudi et voté les lois les plus scélérates et les plus liberticides. Le peuple algérien n'oubliera jamais que des députés ont voté un projet de déchéance de nationalité aux opposants politiques. Bref, le 2 juillet émergera, quoi qu'il en soit, une assemblée déjà entachée d'irrégularités. En attendant, les candidats rangent leur mégaphone. Les électeurs, eux, rangent surtout leurs illusions. Et entre les deux, il reste une question qui ne figure sur aucun bulletin de vote. À quand l'élection d'une Assemblée nationale démocratique et réellement représentative de la volonté populaire? À tout de suite. Pour en parler ce soir, je reçois ici sur le plateau le militant politique Azdine Toumi. Azdine, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, cher ami Adel. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tes invités. Merci pour votre invitation. Merci. Vous n'êtes pas candidat, non? Non, pas du tout. D'accord. Il sera avec nous par téléphone depuis Alger, le journaliste Mohamed Diouan-Nouran. Je ne sais pas est-ce qu'il est avec nous ou pas encore. On me dit qu'elle n'est pas encore avec nous. Avant de commencer, Azdine Toumi, j'aimerais qu'on regarde ensemble cette vidéo. Les principes fondamentaux du rôle du Parlement. Le Parlement est un pilier essentiel de tout système démocratique. Il adopte et modifie les lois afin de les adapter aux évolutions politiques, économiques et sociales. Il contrôle l'action du gouvernement et exerce sa mission de reddition des comptes grâce aux mécanismes de contrôle parlementaire. Il examine et adopte le budget de l'État tout en contrôlant l'utilisation des fonds publics. Il protège les droits et les libertés à travers ses fonctions législatives et de contrôle.
Il représente les différentes composantes de la société et reflète la diversité politique du pays. Son fonctionnement repose sur le pluralisme et l'équilibre entre les différentes forces politiques. Le député doit disposer de la liberté de proposer, de débattre et de critiquer afin d'exercer pleinement ses missions législatives et de contrôle. Dans les systèmes démocratiques, le Parlement dispose de véritables pouvoirs législatifs et de contrôle, tandis que ses prérogatives sont limitées dans les régimes autoritaires. Plus le Parlement est indépendant et équilibré, plus il est en mesure de légiférer efficacement, de contrôler l'action du gouvernement et de représenter la volonté des électeurs. On vient d'être rejoint par le journaliste Mohamed Ewan Nouran. Mohamed Ewan Nouran, vous êtes là? Vous m'entendez? Mohamed? Oui, oui, Adel, je t'entends. Bonsoir Mohamed, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Il paraît que vous revenez de l'enterrement d'Ali Flaouen, que Dieu ait son âme. Là, je t'entends pas. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, Adel. Oui, oui, là, je t'entends, oui. J'ai dit qu'il paraît que vous revenez de l'enterrement d'Ali Flaouen, que Dieu ait son âme. Allah yarhamou. Oui, 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 oui. Je reviens, je suis encore sur la route. Mais bon, c'est une grosse perte pour la chanson engagée, pour la culture berbère, pour la Kabylie, Tout à pour fait. tous les militants progressistes, pour tous ceux qui militent pour les libertés dans ce pays. Tout à fait. Merci Mohamed. Ali Flaouen est décédé hier, que Dieu ait son âme. Nous avons été touchés par cette perte parce que c'est une grande perte. Moi, je me rappelle que tout notre engagement, notamment à l'université, était marqué par ces chansons révolutionnaires qui nous incitaient à cette détermination, à s'affirmer, etc. Vous avez peut-être un mot à dire pour cette perte. D'abord, je salue Mohamed Ewan Nouran. Bien sûr, c'est une journée triste qui n'a pas été accompagnée par les chansons de Ali Flaouen. Tout militant digne de ce nom, kabyle ou autre, donc on a été accompagné durant tout notre combat par les chansons de Ali Flaouen. C'est une journée triste. Nous avons perdu un géant, un pilier de la chanson kabyle, de la chanson engagée. C'était un chanteur et un militant des causes justes. Il a chanté sur la liberté, il a chanté sur la démocratie, il a chanté sur les droits de l'homme. Donc, Il a Rabbi chanté yarhamou. surtout sur le prisonnier politique, Oui, Barwaguiya. oui. Rabbi yarhamou, et je tiens à présenter mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ses amis. Rabbi yarhamou. Revenons au sujet de cette édition spéciale élection législative. On va commencer par le commencement. En fait, est-ce que vous avez suivi cette campagne électorale? Bon, est-ce qu'il y avait une campagne électorale digne de ce nom? Maintenant, on peut ne pas se mettre d'accord sur les mots, sur les concepts, mais pour moi, une campagne électorale, c'est une campagne où il y a une réelle compétition politique, où il y a de vrais débats sur les programmes, sur les idées, sur l'avenir du pays. Nous, on a beaucoup plus assisté à un vacarme médiatique, où il y avait des hommes politiques qui étaient dans les rues, dans les marchés, dans les restaurants à la limite, quelques salles. Où sont il y a des années où la campagne électorale, même s'il n'y avait pas donc une réelle démocratie dans notre pays, mais en tout cas, moi je me souviens qu'on assistait à des meetings dans des stades, dans des salles avec des milliers de personnes. Là, on a vu des responsables politiques sur les trottoirs, dans des salles clairsemées par certaines personnes. Donc, on sent que cette campagne électorale, entre guillemets, a été en parfait décalage avec le citoyen. Le citoyen n'a pas
n'a pas participé à cette campagne. Donc, c'est beaucoup plus un simulacre de campagne électorale, une mise en scène. Il y a un désintérêt quelque part. Oui, il y a un désintérêt et puis le pouvoir, il le sait. Même les candidats eux-mêmes le savent très bien. Ils savent d'ailleurs, parmi les discours sur lesquels les candidats ou les chefs de parti revenaient, c'était sur la participation. Donc ils savent très bien que le citoyen n'est pas complètement ne participe pas dans cette logique d'élection parce que l'expérience avait démontré que pendant des années, les élections n'ont jamais apporté un changement. Mais sur la question de la participation, ce n'est pas tous les partis qui parlent des objectifs de la participation, mais surtout ceux qui ont déjà boycotté des échéances telles que le FFS, le RCD, le Parti des travailleurs. Oui, maintenant, il y a un autre paysage politique. Vous prenez le FFS, ce n'est plus le FFS du temps d'Aït Ahmed, ce n'est plus le FFS d'il y a 10 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, il y a une nouvelle direction, il y a de nouvelles idées, il y a un nouveau cap de ce parti. On a vu un chef de parti du FFS qui reprenait presque mot à mot le discours du pouvoir, du régime. Donc, il n'y a pas de compétition politique. La seule compétition que moi-même j'ai vue, c'est une compétition de servilité, de soumission. Les candidats veulent se montrer disposés à collaborer avec le régime, avec le pouvoir dans la future assemblée. Le pouvoir avait fait la même chose que les élections présidentielles. Donc, non seulement il a choisi les gagnants, il a choisi même les perdants. Donc, il a choisi donc les gagnants et les perdants. Il reste le 2 juillet, ça va être comme d'habitude un carnaval médiatique. Et puis, il y a l'annonce. Il ne reste que l'annonce. Réellement, je pense que le pouvoir a tout verrouillé. Merci Azdel. Mohamed Ouennouran, vous êtes journaliste, vous êtes basé à Alger. Je sais que vous avez suivi cette campagne électorale. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Bon, à mon avis, dans cette campagne électorale, il faut distinguer entre deux catégories de candidats et de partis politiques. Il y a ceux qui sont là pour résister et ceux qui sont là uniquement pour représenter la continuité de toutes les élections législatives qu'on a déjà connues, avec la même mission qu'on a imposée à l'Assemblée nationale, à savoir le fait d'être seulement une simple chambre d'enregistrement et empêcher cette Assemblée de jouer un quelconque rôle de contrôle ni de réel de loi ou de débat, de débattre des propositions, des projets de loi du gouvernement et à la politique générale. On n'assiste même plus à la déclaration de politique générale du gouvernement depuis des années. Voilà. Pour les partis donc, qui sont dans la résistance, ils n'ont pas beaucoup de choix, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. En l'absence de mobilisation populaire, on ne peut que continuer d'exister. Mais en termes de discours, vous avez suivi cette campagne électorale. Est-ce qu'il y a eu des candidats qui sortent du lot et qui tiennent un discours plus ou moins électoral, un discours de compétition électorale, un discours politique, j'allais dire? Non, vous savez que l'élection législative en Algérie, le mode de scrutin législatif en Algérie, c'est un mode proportionnel. Donc, ce ne sont pas les candidats qui doivent sortir du lot, mais des programmes, des partis politiques qui doivent sortir du lot. Je vous ai dit, il y a deux catégories de partis et de listes, puisqu'il y a aussi des listes indépendantes. Ce sont donc les partis qui représentent la continuité, qui représentent le statu quo, et ceux qui sont là pour résister, qui sont dans la résistance
parce que, parce qu'il y a des contraintes dans la loi électorale, la loi sur les partis, il y a les risques de répression, les risques de dissolution, etc. Donc ces partis-là sont là pour résister, s'affirmer et rester dans la légalité. Et essayer de convaincre, au moins de convaincre le citoyen de la nécessité quand même d'aller vers une ouverture politique. Parce que c'est, de toute façon, le régime ou le pouvoir n'ouvriront jamais le champ politique comme ça de leur propre gré. S'il n'y a pas une volonté populaire qui va arracher cette ouverture, je ne pense pas que le pouvoir va un jour ouvrir le champ politique comme ça pour plaire à qui que ce soit. Merci, Mohamed. Mohamed parle de la volonté populaire, c'est-à-dire est-ce que les citoyens aujourd'hui peuvent voter massivement, surveiller les urnes et avoir une majorité qui émerge et qui va changer quelque chose au Parlement? Vous y croyez? Non, mais d'abord, j'aimerais revenir sur ce qu'avait dit Mohamed. C'est par rapport à la résistance. Moi, je suis conscient et j'ai du respect pour certains militants qui se sont présentés à ces élections avec de bonnes intentions de changement. Mais pour moi, résister en participant aux élections, je pense que ces élections, c'est aller dans le sens du pouvoir. Le pouvoir, il cherche une assemblée de façade, une chambre d'enregistrement pour d'éventuels projets de loi à l'avenir. Donc, peut-être on en reparlera plus tard. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ce que disent ces partis politiques, parfois, ils disent que avoir une chance d'un changement de l'intérieur. Et cet argument de vente entre guillemets a été utilisé à plusieurs reprises. On a vu que ce changement de l'intérieur, Mohamed disait que le pouvoir n'a aucune intention d'ouvrir le champ politique et médiatique, d'aller vers des élections indépendantes, même de l'intérieur, ça serait très difficile d'opérer un quelconque changement depuis l'intérieur. Donc ça, c'est l'expérience qui le démontre. Donc même s'il y a une bonne volonté de la part de certains militants, de certains partis politiques, mais on a vu comment le pouvoir a tout fait pour d'abord donc choisir même les candidats. Donc il a fait le fameux article, oui, l'article 200, réellement c'est pour choisir les candidats, c'est pour s'assurer d'avoir des candidats d'abord que lui-même avait choisi, et puis d'avoir une assemblée, s'assurer d'avoir une assemblée qui pourra être demain une chambre d'enregistrement sans aucune résistance. Maintenant, revenons à la voix du peuple. Moi, je pense qu'on est loin d'une élection indépendante et transparente pour permettre au peuple algérien, aux citoyens, de donner sa voix. Le peuple algérien n'est pas dupe. Il faut qu'on arrête de prendre le peuple algérien pour un adolescent politique. Pour le Hirak avait fait un travail extraordinaire dans la prise de conscience collective. Justement, on a vu des irrégularités durant la collecte des signatures, le régime massif des candidatures, etc. Est-ce qu'on va assister à une fraude massive lors de ce scrutin le 2 juillet? En tout cas, les chiffres ils vont être donnés à la fin de la journée au ministère de l'Intérieur. Mais l'erreur qu'est en train de faire la classe politique actuelle, c'est la même erreur que fait le pouvoir. On fait en sorte que le Hirak n'a jamais existé. Ce qui s'est passé, pendant le Hirak, il y a une prise de conscience énorme. Il faut que ça apporte un changement. Le pouvoir a tout fait pour continuer avec les mêmes pratiques, les mêmes mécanismes. Il n'a pas essayé d'innover, de chercher des solutions. Bien au contraire, il a fait dans le recyclage. On voit le RND, le FLN,
les mêmes partis politiques, pratiquement, il y a même les mêmes figures qui sont en train de revenir. On a vu le secrétaire général actuel du RND, il était avec Hamdou Yahya, donc ça se passe que dans notre pays, parce que le pouvoir, il ne se donne même pas la peine d'aller se trouver d'autres solutions. D'abord, il n'a pas de nouvelles idées, il est incapable d'innover, il est incapable de ramener du nouveau. Et on est en train de voir une classe politique aussi qui est incapable Peut-être qu'il n'est plus capable de recycler son élite aussi. Non, cette classe politique, elle doit être en cohérence avec les revendications de Hirak. Le pouvoir est incapable de le faire parce qu'il ne veut pas, parce qu'il veut se maintenir. Mais pour la classe politique, souvenons-nous, quand les jeunes sont sortis en 2019, ce n'était pas contre uniquement le pouvoir, mais ils étaient contre tout un système où la classe politique de l'époque faisait partie. Souvenons-nous que pas mal de chefs de partis politiques ont été chassés du Hirak, donc ils n'ont pas été acceptés. Pour les jeunes, à l'époque, l'échec, c'est l'échec de tout le monde. Cette classe politique qui participait aux élections avec des députés, avec des élus, des sénateurs, mais au final, le quotidien du citoyen ne changeait pas. Donc aujourd'hui, cet état d'esprit du Hirak dans la population il y est toujours. Donc la jeunesse ne croit plus, ou bien la population ne croit plus au changement à travers les élections. Merci Azdine. Mohamed Ouennouran, quoi qu'il en soit, le jeudi 2 juillet au soir, l'Algérie aura une nouvelle assemblée populaire nationale. Est-ce qu'on peut l'appeler APN lorsque vous signalez, vous deux en fait, même Azdine Toumi, vous signalez des irrégularités, vous signalez cette volonté de fermer l'APN et de la coudre à leur volonté, à leurs besoins politiques aussi. Est-ce qu'on peut l'appeler réellement un parlement? Mais que vaut nos qualificatifs, quel que soit le qualificatif qu'on va donner à cette assemblée? Que vaut devant c'est une assemblée de fait, c'est un parlement de fait. Il va légiférer. Les lois qui vont sortir de cette APN, ils seront mises en vigueur. On n'a aucun moyen d'empêcher les lois qui seront votées par cette assemblée, par ce parlement, empêcher leur application. Donc tout ce qu'on pourra dire sur cette assemblée, chambre d'enregistrement, parlement, on peut dire ce qu'on veut, mais ça sera un parlement, après tout. D'accord. On a vu en fait qui va gérer la vie législative du pays dans les 5 ans à venir. Très bien. Mohamed, on a vu en fait des candidats de l'opposition dire qu'une fois au Parlement, ils vont faire adopter des lois pour plus de liberté, ils vont abroger d'autres lois. Est-ce que c'est faisable quand on sera minoritaire dans une assemblée, comme on dit, de fait? Non, dans une campagne électorale, c'est légitime. Moi, je fais campagne pour être élu. Mais maintenant, si je n'ai pas la majorité, c'est sûr, je ne pourrai rien faire. Aucun parti, aucune liste électorale ne pourra faire quoi que ce soit si elle est minoritaire à l'Assemblée. Il faut avoir la majorité. Quand on est en campagne électorale, on fait la campagne pour gagner la majorité. Mais après, les résultats sont là. Si on n'a pas la majorité, bien sûr qu'on ne pourra rien faire. Mohamed, mais un parti qui a 8 listes, est-ce qu'il va avoir la majorité au Parlement? C'est un mensonge. Non, un parti qui a 8 listes, c'est sûr qu'il ne compte pas avoir la majorité, il n'a pas à promettre le changement. Mais un parti qui présente 8 listes, certainement, il a des objectifs que je pense qu'ils ont bien énumérés durant leur campagne électorale. Je ne pense pas que le parti qui a 8 listes, 20 listes, ce sont les partis du courant démocratique qui n'ont pas présenté beaucoup de listes lors de cette élection.
ils n'auront pas le courant démocratique, donc n'aura pas la majorité, c'est sûr. Ce rendez-vous électoral, c'est un autre rendez-vous encore raté du changement. Ça sera raté. Mais si ces partis, ce courant, améliorent déjà son score par rapport aux élections précédentes, par rapport à des échéances électorales précédentes, je pense que c'est une avancée qui peut leur donner des ambitions pour l'avenir. Justement, il y a 2 jours, le premier secrétaire national du FFS, Youssef Ouchiche, a accordé une interview au journal L'Arabi Al-Jadid. Il dit prétendre prendre le pouvoir. Et lorsque le journaliste lui demande le nombre de listes qu'ils ont pu avoir ou confectionner, on parle de 24 listes. 22 listes, je pense, 22 ou 32 listes, avec 4 à l'étranger, c'est-à-dire avec 28 listes, ils prétendent prendre le pouvoir. Est-ce que c'est pas en fait un mensonge à l'adresse de la population, à l'adresse des électeurs pour lesquels on présente notre programme? Je n'ai pas lu l'interview, je ne lis pas sincèrement les déclarations de Youssef Ouchiche. Ça fait longtemps que je n'écoute pas ce chef de parti. Mais je ne pense pas qu'il parle de prise de pouvoir lors de l'élection du 2 juillet. Je pense qu'il parle de l'ambition du FFS de prendre le pouvoir un jour. Je ne pense pas qu'il parle de l'élection. Merci Mohamed Nouran. Reste avec nous en fait. De l'élection législative en cours. Bon. Mohamed, reste avec nous. Azdine Toumi, est-ce que le député aujourd'hui dans une assemblée algérienne telle que nous la définissons depuis le début de cette émission, est-ce qu'ils peuvent exercer aujourd'hui un contrôle sur le gouvernement? Qui contrôle d'abord ces élections? C'est le pouvoir qui contrôle les élections. Donc le pouvoir, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche une assemblée qui pourra demain avoir le pouvoir de contrôler la politique du gouvernement, avoir le pouvoir de légiférer des lois selon la volonté populaire? Est-ce que le pouvoir, il cherche une assemblée représentative du peuple? On est loin de ça. Le pouvoir, il est en train de verrouiller cette élection pour pouvoir avoir une assemblée sous son contrôle, pour pouvoir faire passer toutes les lois, tous les projets de loi qu'il veut. Ils ont fait ça avec l'assemblée sortante. Donc, ils ont fait passer la loi des mines qui donne la possibilité aux étrangers d'avoir la main mise sur 80% de nos richesses. Donc, c'est une loi qui relève de... C'est pas du 51-49? Non, c'est du 80. Ils ont la possibilité d'aller jusqu'à 80%. C'est scandaleux, cette loi. Elle va rester dans une tache noire dans cette assemblée sortante. Et puis, vous avez le code pénal avec le fameux article 87 bis. Et puis, vous avez la loi électorale qui est... Donc, surtout le 87 bis, c'est un code, c'est un article de loi qui distribue l'accusation de terrorisme à tout le monde. Oui. Aux journalistes, aux avocats, oui, aux militants politiques, aux syndicalistes. Oui, la loi électorale aussi, et la loi relative aux partis politiques, dont ceux qui ont voté, les députés qui ont voté cette loi, là, le fameux article 200, se sont retrouvés victimes et ils ont donné... De ce même article, tout à fait. Et Mohamed avait fait allusion à, par exemple, au RCD, qui pour rester sur le plan légal, il faut participer à 2 élections, boycotter 2 élections successives peut exposer un parti politique à la dissolution. Donc, c'est des lois qui liberticides, en quelque sorte, les libertés individuelles et collectives. Donc, le pouvoir, il sait très bien
que... Il y a eu aussi la loi sur la déchéance de la nationalité. Oui, sur la déchéance de nationalité aussi. Donc, toutes ces lois font que cette assemblée sortante va rester une tache noire dans l'histoire de notre pays. Et l'assemblée qui va venir, qui va être encore plus sous le contrôle du pouvoir, du moment qu'il choisit et les candidats, et les gagnants, et les perdants, il ne reste que l'annonce des gagnants le jour J. Donc, cette assemblée, ils sont en train de la préparer pour 2029 pour pouvoir assurer la continuité du pouvoir avec ceux qui sont actuels, avec le chef de l'État actuel, avec un troisième mandat ou une autre personne. Mais en tout cas, ils veulent s'assurer d'une carte politique, d'un schéma politique qui leur permettrait de continuer, de se maintenir au pouvoir dans la tranquillité, entre guillemets. Merci. Mohamed Ounoran, vous pensez que cette assemblée va préparer le troisième mandat d'Abdelmajid Tebboune? J'ai déjà répondu à cette question. Le troisième mandat d'Abdelmajid Tebboune ou d'un successeur d'Abdelmajid Tebboune ne dépend pas de cette élection législative. Jamais l'élection législative n'a été un présidentiel. Même s'ils veulent... Pourtant, c'est la législature, c'est la législature 2007-2012 qui a fait sauter le verrou sur la limitation des mandats. Allô? Il semble qu'on a perdu Mohamed. Ou c'est le point de la question qui l'a fait perdre? Le champ au troisième mandat ne dépend pas du résultat de l'élection législative, parce qu'ils peuvent même, à la limite, ils peuvent même dissoudre cette APN si elle pose problème. Le président de la République peut dissoudre l'APN à n'importe quel moment. Donc, ils peuvent la dissoudre si ça leur pose problème. Donc, l'élection législative n'a jamais été un enjeu. Le seul enjeu de l'élection législative, c'est d'assurer la vie législative. Ils ont besoin, à mon avis, le pouvoir à cette expérience des années 90 où on a vécu quand même sans assemblée, sans parlement élu, ils ne veulent plus revenir à cette situation, c'est tout. C'est le seul enjeu qui reste pour l'élection législative et ils font passer les lois qu'ils veulent. Mais une assemblée, soi-disant élue, c'est-à-dire avec peu importe le taux de participation, parce que la loi n'exige aucun taux de participation. Mais l'essentiel, le Parlement est là, c'est-à-dire ils sont dans le respect de la Constitution au moins d'une manière au moins formelle. Ensuite, le reste, les rapports de force politique qui vont déterminer l'avenir du président actuel ou d'un quelconque successeur ne dépend pas de l'élection législative. Mais on se rappelle tous de la législature 2007-2012 qui a fait en fait, c'est le Parlement qui a fait sauter le verrou sur la limitation des mandats et ça a permis à Bouteflika de briguer un troisième mandat. Oui, dans n'importe quel APN, n'importe quelle assemblée, on aura fait la même chose. Quels que soient les noms qui vont... Tu crois que les députés, les candidats du FLN et du RND qui ont été rejetés auraient refusé d'ouvrir les mandats présidentiels si leur candidature était acceptée? C'est vrai. Donc l'enjeu est ailleurs. Et c'est quoi l'enjeu? L'enjeu de quoi? L'enjeu de la présidentielle ou l'enjeu l'enjeu justement de l'Assemblée? L'enjeu de l'Assemblée. Je pense que j'ai déjà, à mon avis, moi, bon, il y a une volonté, il y a des députés qui sont en fin de mission. Le pouvoir ne veut plus à l'Assemblée. N'oublions pas que l'Assemblée actuelle est le résultat de l'élection de 2021 qui a été non seulement
boycotté par les électeurs, mais le pouvoir avait trouvé beaucoup de difficultés pour l'organiser. Donc, ça a été une assemblée complètement déséquilibrée qui a basculé complètement vers un seul pôle politique, c'est les ultra-conservateurs. On n'a jamais eu une assemblée aussi conservatrice comme l'assemblée qui va se terminer donc, dans 3 ou 4 jours. L'assemblée prochaine sera un peu rééquilibrée par rapport à cette assemblée. Il y aura les différents courants politiques qui seront représentés. Voilà Merci. le petit enjeu pour le pouvoir qui existe encore dans cette assemblée. Merci Mohamed, restez avec nous. Azdin Toumi, je vais revenir un petit peu sur le discours de la campagne électorale. Nous avons vu les différents chefs de parti, bon, à part ceux qui font un petit peu l'exception dans leur discours, dans leur manière de mener cette campagne électorale. C'est une campagne en fait qui a vacillé entre le folklore et la théorie du complot. Est-ce que, je veux savoir si les partis politiques sont responsables en fait de la dégradation du discours politique aujourd'hui? Le pouvoir a tout fait pour instaurer en quelque sorte un état d'esprit dans cette campagne électorale et dans les campagnes électorales précédentes, hein, même les élections de 2021, où on sent que même les candidats, les partis politiques, ils savent très bien que c'est le pouvoir qui distribue les sièges. D'ailleurs, dans notre pays, on mesure la taille ou le poids d'un parti politique par les sièges. Si vous regardez par exemple, disons dans une assemblée, on a 30% de sièges par URN, des 20, 25%, 40% pour le FLN. Est-ce que ça reflète réellement leur poids dans la société? Or que la vraie taille et le vrai poids d'un parti politique, c'est son enracinement dans la société, dans les villages, dans les familles, dans la population. C'est aussi une élection libre et honnête. Si on passe par une élection démocratique, c'est là où on aura réellement le poids des partis politiques. Chaque parti politique aura son... Dans une vraie démocratie, parce que le nombre de sièges, il reflète la volonté populaire. Tout à fait. Mais dans notre pays, il n'y a pas d'élection. Donc il y a cet état d'esprit. Même les partis politiques, ils savent très bien que faire de la campagne électorale pour convaincre, même quand on convainc, c'est pas ça qui va nous donner les sièges. Donc le pouvoir, il a fait d'abord un double crime, si on peut parler, parce que c'est comme ça qu'il est en train de tuer la vie politique dans notre pays. Donc d'abord, il a tout fait pour faire des assemblées un lieu de distribution de la rente. Il a fait des élections un moyen d'accéder aux privilèges et aux intérêts. Donc en gros, il y a cet état d'esprit où celui qui devient député, c'est pour améliorer sa situation sociale, c'est pour se faire des affaires, etc. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il a fait que ce n'est plus le peuple qui distribue, qui donne les sièges, mais c'est le pouvoir à la fin qui donne les sièges. Ce n'est plus le peuple qui donne de la légitimité aux députés. Donc c'est dans ce schéma que s'organisent ces élections. C'est pour ça que les partis politiques sont en train de, comme vous l'avez dit, vaciller entre un discours folklorique, parfois détaché de la réalité. Moi, j'ai vu des candidats sur un trottoir en train de parler dans les marchés, parler des prix des fruits et légumes. Il n'y a pas de discussion, de débat sur les programmes, sur les idées. Non, mais les prix des fruits et légumes, c'est ce qui intéresse aussi le citoyen. Non, mais ce n'est pas le rôle d'un député, ce n'est pas le rôle c'est pas l'enjeu, comme l'a dit Mohamed, ce n'est pas l'enjeu de ces élections. Ces élections, c'est pour légiférer des lois, c'est pour contrôler
le programme du gouvernement, l'activité, l'exercice du gouvernement, etc. Et c'est pour représenter la voix du peuple. On ne va pas rester sur les prix de la banane, etc. Donc le peuple n'est plus perméable à ce genre de discours. Et puis il y a les autres qui sont obligés de prendre une autre posture, c'est carrément reprendre le discours du pouvoir, parce que carrément ils essayent de montrer leur disponibilité à collaborer, en contrepartie, avoir quelques sièges, pas uniquement, parce que même les élections locales, elles sont en train de se jouer maintenant. Donc les partis politiques se rendre disponibles au pouvoir, c'est en quelque sorte s'assurer d'avoir quelques sièges, au moins même ceux qui ne vont pas gagner les élections législatives. Maintenant, certains candidats, ils sont en train de tout faire pour être acceptés comme candidats dans les élections locales. Donc, vous voyez l'autocensure qui est en train d'imposer le pouvoir. Donc, même les candidats aux législatives, même s'ils savent qu'ils ne vont pas gagner un siège à l'APN, mais ils sont en train de réfléchir aux assemblées locales. Donc, comment faire en sorte pour être acceptés comme candidats demain. Donc, il y a un système d'autocensure qui est en train de se mettre en place. Très bien. Mohamed Ounoran, même question, puisque vous étiez candidat à la candidature. Malheureusement, votre liste a été rejetée. C'est la liste du RCD à Alger. Qu'est-ce qui a fait que le débat politique ou la parole des candidats aujourd'hui a carrément dégradé et on n'est plus face à ces discours qui enflamment la scène, qui enflamment les militants, qui enflamment les électeurs et qui ont de la consistance électorale et politique? Parce qu'il y a d'abord une dégradation du niveau déjà du personnel politique. On n'a plus les personnalités d'envergure qu'on avait auparavant, les personnalités historiques, les personnalités charismatiques que nous avions durant toutes les décennies passées. Et ça, c'est un phénomène, je pense, mondial, pas seulement en Algérie. La baisse du niveau du personnel politique touche tous les pays du monde, à mon avis. C'est ce qui a permis aux extrémismes de prendre le dessus dans tous les continents, pratiquement en Europe, en Amérique, partout dans le monde, les extrémistes prennent le dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de personnalité politique d'envergure capable de trouver des solutions aux différentes crises que traversent les relations internationales, les problèmes de société des différents pays. Donc, l'Algérie n'échappe pas à cette situation. C'est encore pire. Bon, avec la fermeture du champ politique et la volonté de neutraliser les militants politiques, la politique de neutralisation des militants politiques qu'a choisi le pouvoir, ça fait que les élections en Algérie n'attirent plus personne, n'attirent ni les militants, ni les électeurs, ni personne. Mohamed, mais justement, pas à ce point chez nous. Chez nous, il y a même plus de ce débat idéologique. On n'entend plus parler de gauche, on n'entend plus parler. Mais rien, c'est carrément. On a vu même des grands partis qui jadis tenaient un discours qui valait la peine de l'écouter et de l'analyser. Aujourd'hui, ils sont dans un autre chapitre et c'est carrément dangereux en fait pour la société. Quand il n'y a pas de discours politique, c'est grave. Bien sûr, c'est dangereux.
le danger aujourd'hui, n'est pas seulement d'ordre national, le problème est d'ordre international. Oui, il y a, il y a, Les partis il y ne a des forment plus dangers qui leurs pèsent militants, il n'y a plus de relève de cadre politique, c'est quoi en fait? Non, il faut réinventer, il faut recréer la, la, la classe politique, que ce soit en Algérie ou ailleurs, hein. Pas seulement, c'est encore une urgence, parce que nous éminent c'est vraiment la on sent dans la société, on sent Ouais, bien que on vous entend. nous n'avons pas un seul Algérien aujourd'hui. Il y a plusieurs Algériens. Il y a un Algérien qui ne croit, qui se voit plus oriental que tous les peuples orientaux. D'autres Algériens qui se voient plus occidentaux que tous les peuples occidentaux, etc. Mais l'Algérien en tant que tel, pratiquement, on ne le voit plus. Il est neutralisé. Merci Mohamed. Azdine Toumi, qu'est-ce qui fait que l'Algérien ne fait plus de politique aujourd'hui, n'est pas sur la scène? Est-ce que c'est les partis qui ne forment plus leurs militants, qui ne leur donnent plus en fait la chance d'apparaître? C'est quoi le problème réellement? En fait, il y a eu une stratégie de la part du pouvoir. Parce que là, il y a un désert carrément. Oui, c'est voulu. D'ailleurs, ça a commencé du temps de Bouteflika. On a vu l'émergence d'opportunistes, de charlatans politiques, parfois de clowns, même à l'Assemblée. Donc, où il y avait de faux débats un peu partout, etc. Donc, rajouter à ça après le Hirak, donc le verrouillage. Et normalement, le Hirak, comme l'avait dit Mohamed, donc normalement le Hirak aurait donné un autre souffle à la classe politique, à la scène politique algérienne. Il y a eu l'émergence de beaucoup de militants, il y a eu beaucoup de compétences, que ce soit sur le plan politique ou sur d'autres secteurs. Mais le pouvoir a étouffé tout ça, a fait en sorte qu'il n'y aurait pas cette émergence de cette nouvelle classe politique. Donc on a continué dans le verrouillage. Et quand vous verrouillez et quand vous éliminez les vrais militants ou les intellectuels, etc., vous laissez la place à des charlatans, etc. Et les assemblées sont devenues, par la politique du pouvoir, elles sont devenues un lieu de distribution de la rente, comme je l'avais dit. Donc ça n'attire que ceux qui sont incapables de résister à l'attrait de la mangeoire. Donc, ils courent aux élections pour avoir des privilèges, pour avoir accès à l'immunité, donc à des ressources financières, etc. Donc, C'est-à-dire que ce n'est plus le travail parlementaire qui attire les militants de se porter candidat, d'être élu, d'arriver au Parlement. Le militant, il a besoin d'un espace pour exercer la politique. Il a besoin d'exercer la politique dans les associations, dans les partis politiques, les syndicats, etc. Et créer les débats. Un militant, il a besoin d'être élu par la conviction, par la force de convaincre le citoyen avec un programme politique, avec des idées, etc. Donc on ne vient pas à la dernière minute, les élections, ça ne s'organise pas comme ça, de cette manière. On ne vient pas à la dernière minute, il y a des partis politiques qui disparaissent pendant 5 ans, ils reviennent, donc ils gagnent parce que le pouvoir, ils ont négocié avec le pouvoir, ils vont prendre leur mandat. Il n'y a plus de débat. Les élections, ça se prépare sur le terrain, des années d'organisation, de contact avec le citoyen, d'élaboration d'un programme politique d'abord, d'avoir des idées, de trouver des solutions, de cerner les problèmes du quotidien du citoyen pour pouvoir
pour pouvoir avoir un avenir, avoir un programme. C'est pas uniquement parler au jour le jour sur combien ça fait aujourd'hui la pomme de terre, etc. C'est comment résoudre le problème des pénuries, le problème stabiliser les prix, comment augmenter le pouvoir d'achat. Tout ça, c'est à base d'un programme. C'est pas dans une campagne électorale. Très bien. Une dernière question. Pour un pays qui n'est pas en guerre, pour un pays qui n'a pas un ennemi en face qui l'attaque, est-ce qu'il est normal aujourd'hui de faire semblant d'un climat démocratique et d'aller à des élections lorsque l'on sait que plus de 200 Algériens sont emprisonnés pour délits d'opinion? Est-ce que c'est normal? Non, bien sûr que c'est pas normal, mais pour le pouvoir, il ne s'encombre pas avec ces questions. Le pouvoir, il a des richesses avec lesquelles il dispose de beaucoup de richesses qu'il utilise pour avoir le soutien des capitales étrangères. Donc, il a le pétrole, il a d'autres Mais minerais. est-ce que ça suffit le soutien des capitales européennes Mais en tout cas, dans l'absence de la légitimité populaire à l'intérieur, il est obligé d'aller chercher cette légitimité de l'extérieur. Et pour le faire, il a les moyens. Et les moyens, c'est les richesses du peuple algérien, c'est les richesses, malheureusement, c'est les richesses de générations. Donc vous voulez dire qu'il hypothèque les richesses des générations futures pour acheter sa légitimité, entre guillemets? Oui, il utilise les richesses du peuple algérien pour se trouver cette légitimité. Et ce n'est qu'un gain de temps, ce n'est qu'un répit, parce que même si vous avez toutes les richesses du monde, sans la légitimité populaire, vous ne pourrez pas rester au pouvoir indéfiniment. Donc aujourd'hui, moi je pense que, comme l'a dit Mohamed Elia, cette occasion ratée de ces élections, je pense que le pouvoir doit réfléchir et revenir à la volonté populaire parce que c'est la seule solution, c'est le seul chemin qui pourra mener l'Algérie vers sa place dans la Méditerranée et dans le monde. Qu'est-ce qui fera que le pouvoir revienne sur cette voie? C'est En les moins de rapports 30 de force. secondes. C'est les rapports de force. Le peuple, il est impossible et inacceptable que le pouvoir continue dans le déni et d'ignorer le signal SOS qui est en train d'être émis par le peuple algérien. Aujourd'hui, vu la vie sociale, la qualité de la vie du quotidien du citoyen, tout ça, c'est un signal d'alarme. Le pouvoir est obligé de l'écouter pour aller vers le changement, sinon on est en train de revoir le scénario de 2019. Très bien, merci à Azdin Toumi, merci à Mohamed Nouran. Nous arrivons à la fin de cette émission, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Moi, c'est moi. Hein? C'est cela.